Alors, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au processeur MIPS R3000 ainsi qu'au langage assembleur qui lui correspond. Grosso modo, il va falloir que vous sachiez quelque chose. Bon, moi je vais passer cette petite rétrospective historique. Pour le langage assembleur, la chose que vous devez savoir, c'est que c'est un langage de programmation comme un autre. Donc, vous avez normalement appris l'algorithmique, vous êtes censé être capable d'utiliser n'importe quel langage de programmation. À chaque fois, commencez d'abord par écrire la solution algorithmique. Une fois que vous aurez la solution algorithmique, il est assez simple d'aboutir à la solution avec n'importe quel langage de programmation. Faudrait-il encore que vous sachiez les bases de ce langage. Donc, la première chose et la chose la plus importante à connaître en assembleur, c'est les bases de l'assembleur. Parmi ces bases, vous devrez apprendre quelles sont les instructions disponibles en assembleur et comment utiliser ces différentes instructions, quels sont les registres qu'on peut utiliser avec l'assembleur et quels sont les registres qui ont des tâches réservées en assembleur. Donc ça, concentrez-vous sur ces informations et ensuite, la réalisation de programmes en assembleur ne sera en réalité qu'une traduction de la solution algorithmique que vous aurez déjà réalisée. Et donc, le processeur, ou plutôt l'assembleur lié au processeur MISP R3000 correspond à une architecture RISC. Il est donc les processeurs MIPS sont utilisés dans les, les différentes périphériques citées ici. C'est une approche assembleur RISC. Donc les instructions seront des instructions RISC comme on les a déjà vues dans une précédente vidéo. Et donc, le- pour utiliser le langage assembleur, qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez à utiliser un simulateur chez nous. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas manipuler des processeurs réels. Donc il nous faut un simulateur. Dans ce simulateur, vous aurez des registres que vous pouvez voir et dont vous verrez la modification pendant que vous exécuterez des instructions. Ces instructions ainsi que les données seront stockées en mémoire adressable, donc vous pourrez voir les adresses de ces instructions et ces mémoires. Il y a aussi ce qu'on appelle des interruptions ou des exceptions. Une interruption, grosso modo, c'est quoi? Il faut savoir que votre microprocesseur ne fait pas une tâche du début à sa fin. Il peut être interrompu. C'est comme si je suis en train d'expliquer un certains cours et un étudiant va m'interrompre pour me poser une question. Même chose pour votre microprocesseur. Il peut être en train de réaliser un traitement et par la suite pardon, sera interrompu par un autre traitement. C'est la base de la réalisation des systèmes multitâches et on appelle ça la gestion des interruptions, ce qu'on appelle aussi les IRQ. Vous pouvez aller chercher sur Internet comment ça se passe. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça ou si vous verrez ça dans l'avenir. Et donc, le MISP R3000 a certaines caractéristiques. Il a 32 registres de 32 bits, une mémoire adressable de 2 puissance 32 octets. C'est logique parce qu'avec des registres de 32 bits, le registre d'adressage n'aura que 32 positions et ne pourra donc adresser que 2 puissance 32 cases mémoire. Un compteur ordinal sur 32 bits, ben c'est un registre comme un autre, et un registre d'instruction, 32 bits, c'est lui aussi un registre. Et donc, les programmes sont stockés en mémoire. Il est à la base d'une machine de von Neumann. Données et programmes sont stockés en mémoire. Les adresses des instructions sont dans le PC, dans le registre dans le compteur ordinal. L'instruction en cours d'exécution est dans le registre d'instruction RI.
Une instruction est codée sur 32 bits. Regardez, après on va voir que la taille du bus de données est de 8 bits. Regardez, là normalement, une étincelle devrait jaillir dans vos cerveaux. Si une instruction est de 32 bits, et je sais que le bus de données est de 8 bits, quelle serait selon vous la taille d'une case mémoire? La taille d'une case mémoire est toujours égale à la taille du bus de données. Donc une case mémoire ne peut contenir que 8 bits. Et donc si une instruction est sur 32 bits, ça veut dire que une instruction va occuper 4 cases mémoire. C'est pour cela que dans la vidéo précédente, vous avez vu quand on copie une instruction, et on la met dans le registre d'instruction, notre PC ou notre compteur ordinal va être incrémenté de 4. Pourquoi? Parce que chaque instruction est codée sur 32 bits et donc pour passer d'une instruction à une autre, on doit incrémenter de 4 parce que 32 bits c'est égal à 4 cases mémoire dans l'architecture du microprocesseur MIPS 3000. Là, c'est la liste des différents registres que vous avez. Vous pouvez la prendre, ça vous permettra d'avoir en tête l'utilité de chaque registre et surtout la liste des registres temporaires que vous pourrez utiliser pour votre travail. Vous pouvez voir euh, que la structure plutôt, vous pouvez voir la structure des instructions en MIPS R3000, pardon. Toutes les instructions sont sur 32 bits et elles sont divisées entre le code de l'opération qui est codé sur 6 bits, des bits 26 à 31, et entre les opérandes qui sont codées sur les bits de 0 à 25. Ces instructions vont gérer ou plutôt regroupent des instructions arithmétiques et logiques, des inscriptions d'accès à la mémoire en lecture ou en écriture, et des branchements conditionnels ou non conditionnels. Donc quand je dis instructions arithmétiques et logiques, les sommes, les soustractions, les ou et logiques, etc. Quand je dis les instructions d'accès à mémoire, les chargements et déchargements de et vers la mémoire, les instructions de branchement conditionnel et inconditionnel, c'est par l'exemple jump if equal ou bien le J pour le jump directement. Le MIPS R3000 dispose à trois formats différents d'instructions, le format I, le format J et le format R. I pour immédiat, donc vous allez avoir add I, add immédiat, sub I, sub immédiat, etc. On va avoir le format J pour les sauts et le format R pour qui fait intervenir des registres. Bon, voici des exemples d'opérations arithmétiques et logiques. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de perdre plus de temps avec cela. Elles sont normalement assez simples et vous devriez pouvoir les comprendre. La format d'instruction I, c'est quoi? C'est donc l'instruction où on va donner immédiatement une valeur, que ce soit une adresse ou une valeur binaire pour une opération arithmétique et logique. Donc, l'opérande va contenir directement la donnée à utiliser. Voici des exemples d'instructions en format I. Donc, on a directement l'information qui est donnée ou fournie à l'instruction. Voilà. Donc, je pense qu'il n'est pas nécessaire d'encombrer trop votre cerveau avec les différents formats d'instruction. Essayez de les comprendre, mais le plus important pour vous, c'est de savoir programmer avec ces instructions. Quel type de format
à quel type de format, pardon, appartient une instruction, je pense que si vous n'arrivez pas à le retenir, ce n'est pas trop grave. Donc pour le R, c'est des registres. Je vais passer ça. Le format J aussi, à vous de les apprendre. Maintenant, les différents modes d'adressage, c'est la même chose. Il faut bien connaître les modes d'adressage, mais ça, normalement, vous devriez l'apprendre en apprenant à utiliser les instructions. Je vous conseille d'essayer de programmer au maximum avec les différentes instructions. Utilisez le simulateur pour voir ce que fait chaque instruction et comment elle le fait. Ce sera la meilleure manière de prendre en main pardon, ces instructions et les accès mémoire qu'elles utilisent. Là, on a un accès mémoire immédiat, la valeur 4 est codée dans l'instruction. Là, on a un accès mémoire par l'intermédiaire de registre. L'opérande, l'information est contenue dans un registre qui est mis en opérande. Là, c'est un accès par adresse, donc on va sommer le contenu ou plutôt l'adresse contenue dans le registre et lui ajouter son pour pardon, accéder à la mémoire. Même chose ici, c'est relatif, c'est l'accès relatif. Donc on va accéder à la case son à partir du PC. Et là on va jump, même chose, on va jump passer à l'étiquette son à partir d'un début relatif ou d'une adresse relative dans le PC. Un exemple d'utilisation d'opération arithmétique. Ben, quand vous voulez sommer, vous utilisez add. Quand vous voulez faire la soustraction, vous utilisez sub. Ça, vous allez le voir dans le document qui décrit les différentes instructions disponibles dans le langage SPIM. Vous devriez savoir que vous ne pouvez généralement pas utiliser plus que deux opérandes. Donc, quand j'ai des opérations qui font intervenir plus que deux ou trois opérandes. Ici, on a trois opérandes B, C et D. Il faut que vous compreniez que vous aurez à décomposer cette opération en sous-opérations. Car à chaque fois, je ne peux pas sommer trois registres, je ne peux sommer que deux registres, je ne peux comparer que deux registres, je ne peux multiplier que deux registres, etc., etc. Donc, je ne peux pas faire ce genre d'opération longue. Je ne peux faire toujours qu'une seule opération à la fois entre deux opérands. Donc, les opérations longues, vous allez les diviser ou les subdiviser en un ensemble d'opérations courtes. Un exemple pour transférer une information d'un registre à un autre, par exemple, on peut additionner cette information avec le registre 0 qui contient 0 toujours et mettre le résultat dans notre registre de destination. On peut aussi utiliser move qui permet de copier une information d'un registre à un autre. On aurait pu utiliser, pardon, aussi la, le OR. Je fais OR entre 0 et le registre 0 et le registre initial et je mets le résultat dans le registre final. Sky is the limit, je dirais. Votre imagination est la limite de ce que vous pouvez faire ou comment vous allez résoudre un problème déterminé. Load immédiate, vous allez charger une valeur dans un registre. Tout ça, je ne vais pas passer énormément de temps là-dessus parce que c'est c'est des explications sur les instructions que vous allez pouvoir utiliser. Vous retrouverez ça dans le document qu'on vous a fourni et vous devriez l'apprendre en pratiquant, en utilisant le simulateur pour tester ces différentes opérations. Donc là, le branchement conditionnel, un exemple de comment on peut traduire un if en assembleur. On a normalement vu ça dans un exercice de TD. On a vu aussi normalement
Les boucles, ça aussi c'est un branchement. Donc if et else. Les boucles aussi. Vous pouvez faire des boucles while ou des boucles pour en utilisant l'assembleur. Tout ça n'est qu'une question de subdivision. Subdiviser votre problème en un ensemble de sous-opérations et savoir utiliser les instructions adéquates pour le faire. L'appel au sous-programme, ça c'est par contre, je pense, quelque chose que très peu de vous ont compris. Donc, vous avez déjà vu l'an passé normalement les actions paramétriques en algorithmique. C'est-à-dire que lorsque j'ai un certain programme que je vais répéter plusieurs fois dans mon code, au lieu de faire ces répétitions, ce qui va rallonger mon code, me faire avoir un programme long et éventuellement me faire des erreurs, parce que si je souhaite modifier ce bout de code qui se répète, dois le modifier à tous les endroits et je risque fortement d'en oublier certains, ce qui pourrait m'amener à un programme qui ne marche pas. Donc c'est pour cela qu'on a utilisé ce qu'on appelle les actions paramétriques, c'est-à-dire prendre ce bout de code qui se répète, l'enlever, le mettre à un certain endroit, et quand j'ai besoin de ce bout de code, je vais l'appeler tout simplement. Je vais aller l'exécuter à l'endroit où je l'ai posé. Et quand j'ai fini cette exécution, je reviens à l'endroit de départ. Donc, par exemple, ici, j'ai ce JAL, c'est un appel à une action paramétrique. Je vais qui va m'envoyer à une adresse, l'adresse des instructions de cette action paramétrique. Je vais exécuter ces instructions et quand je finis avec le GR31, je vais revenir à mon point de départ. Juste après, je vais exécuter l'instruction qui est juste après le JAL. Et donc, vous allez comprendre que le JAL et le GR sont les outils utilisés pour simuler les actions paramétriques. Donc, vous n'avez rien qui ressemble à vos appels à fonctions et aux procédures que vous avez déjà pu voir en C. Tout ça, vous allez devoir vous le faire vous-même comme des grands. Et donc, on a quelques outils qui nous aident. Par exemple, le JAL. Lorsque j'utilise JAL pour aller vers une instruction, vers l'adresse d'une instruction qui est définie par une étiquette, le microprocesseur va sauvegarder l'adresse de la prochaine instruction à réaliser, ici le add, ce add-là, dans le registre 31. Pourquoi il fait ça? C'est pour que lorsque je vais finir l'exécution de ma procédure, je peux revenir à mon point de départ. Car sinon, si j'écrase et je faisais le JAL PR2, je vais mettre l'adresse de l'étiquette PR2 dans mon compteur ordinal et j'aurai perdu l'adresse de ces instructions. Je ne pourrai jamais revenir en arrière. Donc je fais un JAL PR32. L'adresse, si je termine si je termine l'exécution de mon action paramétrique, je peux retourner à mon point de départ en faisant juste un jump à l'adresse qui est contenue dans le registre 31. Mais par contre, maintenant, si j'utilise cette technique, je ne peux faire des appels qu'en une seule fois, c'est-à-dire avoir un programme principal, appeler une fonction, exécuter cette fonction et revenir au programme principal. Je ne pourrai pas faire appel à une fonction à l'intérieur d'une fonction. Pour faire cela, il faut stocker ce qu'on appelle l'environnement de ma procédure, pardon, ou de mon action paramétrique. Cet environnement, c'est quoi? C'est les données qui sont manipulées par cette dernière. Et ça représente en réalité le contenu des registres pendant que je suis à l'intérieur de cette procédure. Et donc, avant de passer d'une fonction appelée, qu'elle soit le programme principal ou non, vers une fonction pardon,
pour passer d'une fonction appelante, qu'elle soit le programme principal ou non, vers une fonction appelée, je dois obligatoirement sauvegarder le contenu de tous mes registres. Pour ne pas perdre mes données, mettre les traitements que j'ai réalisés, mais aussi pour pouvoir faire marche arrière. Pour sauvegarder cela, on a un système qu'on appelle la pile. C'est un système de stockage de données en LIFO, last in, first out. Pourquoi? Parce que si j'appelle cette fonction et que cette fonction appellera une autre, je vais, lors de ce premier appel, stocker les informations liées à cette dernière pour ne pas les perdre. Ensuite, je commence un traitement et je fais appel à la deuxième. Donc, en appelant la deuxième, je dois stocker ces informations. Quand je finis l'exécution de la deuxième fonction appelée, je ne reviens pas à la principale, je reviens à celle-ci. Et donc, je devrais récupérer les données que j'avais enregistrées de cette fonction-là. Et donc, c'est last in, first out. Le dernier que j'ai déposé sera le premier à être récupéré. Et ces dépôts et ces récupérations, on les fait à l'aide de ce qu'on appelle les instructions push et pop. On va les voir. Donc ça, j'ai déjà expliqué ça. Voilà, donc on a le push, c'est pour empiler, stocker les données liées à un certain environnement dans la pile. Et le pop, c'est pour dépiler, récupérer. Quand je termine, je reviens à ma fonction appelante, je vais récupérer les données qui la caractérisent et je fais un pop. Dans quelques langages d'information, les push et les pop sont déjà disponibles, mais en assembleur, malheureusement pour vous, ce n'est pas le cas. Vous allez devoir pusher et popper les différentes informations en utilisant les simples instructions SW et LW en stockant les informations en mémoire. L'autre problème, c'est qu'il y a deux politiques à pouvoir utiliser. Soit c'est la fonction appelante qui va stocker son environnement dans la pile avant de passer à la fonction appelée, soit c'est l'inverse, c'est la fonction appelée qui, avant de faire quoi que ce soit, va stocker le contenu de la fonction appelante, faire son traitement et avant de revenir à la fonction appelante, récupérer l'environnement de cette fonction appelante avant d'y retourner. Et donc, à chaque fois qu'un sous-programme ou une fonction appelée s'exécute, lorsqu'elle se termine, elle doit rendre la pile exactement la même qu'elle l'a trouvée. En conclusion, donc, on a vu à peu près ce qui vous permettrait de comprendre l'assembleur. Pour avoir une meilleure compréhension, je vous conseille de vous exercer. Vous avez un simulateur, vous avez quelques exercices que vous pouvez commencer à faire. J'espère que cette vidéo va vous permettre d'éclaircir les choses et de vous faire comprendre cela. Et au pire, de vous fournir assez de compréhension pour pouvoir mieux préciser les questions que vous pourrez me poser plus tard. Je vous remercie, je vous souhaite bonne chance et j'espère vous revoir dans une meilleure situation que celle qu'est la nôtre actuellement. Bon courage.